Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. De 47,7% en 2014, le taux de desserte en eau potable en milieu rural au Togo est passé à plus de 75% en 2024. Résultat de plusieurs efforts et initiatives portés par le président du conseil Fort et Sozimna Nyazingbe. Enfin, le point tout de suite dans cette édition. C'est la fin de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans les deux chambres, députés comme sénateurs ont passé en revue leurs différentes activités durant cette session. Et puis la paix et la cohésion sociale, telles sont les valeurs à transmettre durant le processus électoral. À quelques heures du début de la campagne électorale, le HCROUN forme des comités locaux de paix qui serviront de relais auprès des populations. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis également, c'est fini pour les championnats scolaires et universitaires de cette année. Le clou du spectacle aura été la finale de football homme senior sous le regard de la ministre des Sports. On fait le résumé dans cette édition. Voilà pour les titres. Le Togo, depuis quelques années, connaît des avancées significatives dans la fourniture de l'eau potable aux populations. Les chiffres en disent long. En milieu rural, par exemple, le taux de desserte en eau potable est passé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023. Des progrès réalisés grâce à une mobilisation constante du gouvernement sous la houlette du président du Conseil Fort et Sozimna Nyazingbe avec l'appui des partenaires. On fait le point ce soir avec Gabriel Aïna. L'accès à l'eau potable demeure un défi stratégique au Togo, mais les lignes bougent. Sous l'impulsion du président du Conseil, Fort Sozimna Nyazingbe, le gouvernement intensifie ses efforts pour répondre durablement aux besoins des populations. Des projets structurants ont vu le jour, avec à la clé la construction de forages, aussi bien en milieu rural qu'en zone semi-urbaine et urbaine. Des infrastructures modernes sont installées, tandis que d'anciens ouvrages défectueux sont progressivement remis en service. Une dynamique qui traduit la volonté de rapprocher davantage l'eau potable des communautés. Avant, nos enfants avaient des problèmes, des maladies diarrhéiques, des vomissements en classe. Ils absentaient et leurs absences et leurs retards faisaient que les résultats étaient mauvais à la fin d'année. Je pense qu'avec ce forage-là, quand les enfants vont boire de l'eau potable, ces maladies vont cesser. Nous pensons utiliser cette eau dans les bonnes conditions. Nous allons mettre un comité de suivi pour la propriété autour des fontaines. Nous disons merci. Au-delà des chantiers, les résultats sont là. Le taux national de desserte en eau potable est passé de 47,66% en 2014 à 69% en 2023. Une avancée significative, fruit d'une politique cohérente et soutenue. Le déploiement de ces infrastructures constitue une étape importante dans l'élargissement de la couverture nationale et la sécurisation de l'approvisionnement. L'objectif est clair, permettre à chaque Togolais d'avoir accès à une eau potable partout sur le territoire. Les localités périphériques sont en pleine urbanisation avec le déplacement de la population vers ces quartiers, ce qui accroît les besoins en termes de demande. Et pour faire face à tout ça, nous avons eu les instructions des hautes autorités pour renforcer les ouvrages de production. C'est une station qui vient d'être réhabilitée et renforcée pour couvrir le besoin en eau potable. Au départ, nous avons une production journalière d'environ 1500 mètres cubes et on avait un déficit estimé à environ 600 mètres cubes jour. Et donc ce projet est venu combler ce déficit. Donc de 1500 mètres cubes jour, nous sommes aujourd'hui en moyenne à 2500 mètres cubes jour. Pour atteindre l'objectif de développement durable 6 à l'horizon 2030, le Togo peut aussi compter sur l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ainsi que sur la mobilisation des organisations de la société civile.
Séance de clôture ce lundi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. La représentation nationale a fait le point de 3 mois de travaux meublés d'activités intenses, de validation et d'adoption de lois par les députés. La séance a été présidée par Kodjo Sevon Tepe ADG, président de l'institution. Le compte rendu de Ulrich Amega. Durant 3 mois, cette première session ordinaire de l'année 2025 aura été rythmée par de nombreuses activités. Entre adoption de projets de loi, propositions de résolution et diplomatie, les députés de la première législature de la Ve République ont démontré leur engagement et leur sens du devoir en remplissant pleinement les missions constitutionnelles à leur confier. Au nombre des événements qui ont marqué les travaux de cette première session, l'un restera gravé dans l'histoire politique du Togo, dans le cheminement de la démocratie, le renforcement de la gouvernance et l'état de droit. Il s'agit bien entendu de la désignation pour la première fois dans notre pays du président du Conseil. Ce choix, fruit d'un processus démocratique, mûrement réfléchi et conforme à nos institutions républicaines, marque une étape essentielle dans le renforcement de notre gouvernance. Je me dois de rendre un hommage sincère à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, un leader hors pair, infatigable, qui illumine les rivages de notre destinée commune. Sous sa haute conduite, le Togo s'élève, se transforme et s'enracine dans une modernité harmonieuse et un développement durable qui font l'éloge de son génie politique et de son amour indéfectible pour notre chère nation. L'année 2025 est également celle d'un autre important rendez-vous dans le prolongement du processus de décentralisation au Togo. Pour le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe ADG, c'est une occasion pour le peuple togolais d'exprimer à nouveau sa maturité démocratique. Je voudrais appeler tous les acteurs politiques, ainsi que l'ensemble des concitoyens, à faire preuve de civisme, de patriotisme et de responsabilité durant cette période électorale. Le respect des règles démocratiques et le maintien d'un climat apaisé sont essentiels pour garantir le succès de ces élections et renforcer la libre administration de nos territoires. Face aux événements de ces derniers jours, marqués par un appel à la division, à la violence et à la désobéissance sur les réseaux sociaux, le président de l'Assemblée nationale appelle à privilégier une chose chère à tous, la patrie. La représentation nationale condamne avec fermeté ces actes de déstabilisation et de violence et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes. À ceux qui prônent la discorde par la violence, je réponds par un message de réconciliation nationale. Nous ne pouvons bâtir un avenir radieux sur les cendres du ressentiment. Tournons la page des rancunes et écrivons ensemble un nouveau chapitre, celui d'un Togo réconcilié avec lui-même, où chaque fils et chaque fille de la nation trouve sa place dans la grande mosaïque de notre identité commune. Des exhortations qui résonnent telles un ciment pour le développement durable, la prospérité et le bien-être partagé. La première session a aussi permis au président de la représentation nationale de présenter le rapport d'activité de sa gestion sur la période de juin 2024 à mars 2025. Cette première session ordinaire de l'année 2025 se referme avec de possibles sessions extraordinaires en attendant le rendez-vous du premier mardi du mois d'octobre. Et c'était également la clôture de la première session ordinaire de l'année du côté du Sénat. Les sénateurs ont amendé et adopté les comptes rendus de la session de droit et de la séance d'ouverture de la première session ordinaire de l'année sous la conduite du président de l'institution, Barry Moussa Barké. Le compte rendu de Gabriel Aïna.
Avant l'adoption à l'unanimité des deux documents, les sénateurs réunis à la majorité ont d'abord eu droit au compte-rendu de la session de droit du 6 mars 2025 et la séance d'ouverture de la première session ordinaire de l'année tenue le 3 avril 2025. Occasion pour le président du Sénat de dresser le bilan des activités ayant marqué la première session ordinaire de l'année 2025. La session inaugurale représentait une étape historique pour notre pays et pour le renforcement de notre démocratie parlementaire. Je tiens tout d'abord à souligner l'adoption, en la forme simplifiée, du budget de fonctionnement du Sénat. En outre, nous avons accueilli avec satisfaction la mise à disposition de nouvelles recrues par le ministère chargé de la fonction publique. Par ailleurs, je me réjouis de la constitution de 3 groupes parlementaires au sein de notre institution. Elle constitue également un pas important vers le plein exercice des responsabilités législatives qui incombent au Sénat. Tout en saluant la fructueuse contribution de ses collaborateurs durant la session, le président du Sénat invite tous les Togolais à la culture des valeurs de paix et de cohésion sociale. La paix et la cohésion sociale ne sont jamais des acquis immuables, mais des joyaux acquis qui nous appartient de préserver avec soin et vigilance. Je me tiens ici pour appeler à la raison et à l'unité. Je voudrais exprimer notre profonde admiration à son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président du Conseil, qui œuvre inlassablement à la modernisation et au développement durable de notre pays. Cette séance met ainsi fin à la première session ordinaire de l'année 2025 de la seconde chambre du Parlement. Rendez-vous est pris en octobre prochain pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Toutefois, des sessions extraordinaires pourront être convoquées si nécessaire. Et l'actualité est également marquée par cette rencontre tripartite ce lundi entre la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les États membres et les firmes pharmaceutiques vétérinaires à Lomé. Ils vont ensemble passer en revue les tests en vue de leur actualisation et tout ceci pour contrecarrer le commerce illicite des produits vétérinaires dans l'espace UEMOA. Les précisions de Nicole Attila. Malgré les efforts consentis par la Commission de l'UEMOA dans la législation pharmaceutique vétérinaire, force est de constater qu'une bonne quantité de médicaments vétérinaires contrefaits ou frauduleux pilulent encore dans l'espace de l'Union. Pour lutter contre ce fléau, les différents acteurs du pays membres de l'Union sont à Lomé pour redéfinir les stratégies et harmoniser les tests en vigueur. L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger sur l'état de mise en œuvre de la réforme sur les législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de l'UEMOA, de vous exposer les difficultés rencontrées et de recueillir les propositions d'amélioration. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont déjà entreprises. La délivrance de plus de 660 autorisations de mise sur le marché par la Commission de l'UEMOA, confirmant l'attractivité et l'efficacité du système mis en place. Au Togo, le secteur de l'élevage représente plus de 16% du PIB agricole et plus de 7% du PIB national, fruit de l'engagement du gouvernement qui œuvre pour un secteur de l'élevage plus productif. Le secteur de l'élevage joue un rôle stratégique dans la vie économique et sociale de nos États. Il contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois en milieu rural et à l'amélioration des revenus. Les campagnes d'assainissement du marché du médicament vétérinaire, initiées avec l'appui de la Commission, ont permis d'intervenir efficacement sur le terrain. Au Togo, elles ont été menées avec fermeté, à travers des actions de sensibilisation, de contrôle et de répression en étroite collaboration avec les forces de sécurité. Au Togo, à travers des mesures coordonnées et déterminées, sur l'URSS par sa volonté de moderniser le secteur de l'élevage et de mieux encadrer l'usage des médicaments vétérinaires. Cette dynamique nationale s'inscrit dans un engagement multisectoriel plus large.
Cette volonté collective s'inscrit dans la vision stratégique de son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président du Conseil, qui place la santé publique et animale au cœur du développement durable. À l'issue de cette rencontre, des recommandations formulées seront soumises aux autorités compétentes en vue de leur validation. À quelques heures du démarrage de la campagne électorale, les comités locaux de paix sont appelés à aider les populations à préserver l'unité et la paix. Justement, issus de toutes les préfectures du Togo, ils ont été formés ce lundi à Lomé par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN. Et le HCROUN veut ainsi les doter de compétences nécessaires pour sensibiliser à leur tour les populations sur la nécessité d'un processus électoral apaisé. Les précisions dans ce reportage signé Marie-Thérèse Nabédé. Conscient des risques inhérents à cette étape décisive du processus électoral, de la campagne au dépouillement, en passant par la proclamation des résultats, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN mise sur la mobilisation des acteurs locaux de paix. Ces comités, véritables piliers dans la prévention des conflits électoraux, sont formés pour promouvoir la tolérance, la non-violence et la cohésion sociale durant cette période. Votre déplacement depuis les hameaux reculés de notre pays jusqu'à Lomé a été possible grâce à la paix, grâce à la sécurité, grâce à la quiétude sous le leadership de son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président du Conseil. Dans quelques heures, les Togolais vont entamer l'étape la plus sensible du processus électoral, devant conduire à l'élection de nouveaux conseils municipaux. Vous êtes par conséquent appelés au cours de vos travaux à vous pencher sur les voies et moyens pouvant vous permettre de jouer pleinement le rôle qui est le vôtre dans la mise en place d'un environnement national propice à des élections municipales apaisées. Au cours de cette session, des experts du HCROUN animent deux communications portant d'une part sur le cadre réglementaire encadrant les élections au Togo et d'autre part sur les stratégies efficaces de prévention et de gestion des conflits. Durant la période de campagne, qu'est-ce qui est prévu par les textes de loi? Comment ils doivent les comprendre d'abord eux-mêmes et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comme acte à l'égard des différents acteurs politiques et évidemment de la population. Ensuite, il y a la phase post-électorale, donc du jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Il doit avoir un certain nombre de comportements que aussi bien les citoyens que les acteurs politiques doivent avoir. Et c'est cet aspect-là qui sera pris en compte par le second module qui sera consacré à la non-violence en période électorale. Alors que le décompte final avant les municipales s'engage, le rôle des comités locaux de paix, CLP, reste essentiel pour garantir que ce moment démocratique soit synonyme d'apaisement et de renforcement du vivre ensemble. Et c'est justement dans l'apaisement et la paix justement qu'a démarré ce lundi le dernier examen de l'année au Togo. Il s'agit du brevet de technicien supérieur BTS. Et pour s'assurer de l'effectivité du démarrage de cet examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de l'enseignement technique étaient en visite dans certains centres d'écrit à Lomé. Le compte rendu de Gisèle Kozolo. Ils sont des centaines à se lancer dans la conquête du brevet de technicien supérieur, diplôme clé pour l'insertion dans le monde professionnel. La session de juillet 2025 s'est ouverte ce lundi sur l'ensemble du territoire national avec l'épreuve de français. Un début marqué par la visite conjointe du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de celui de l'enseignement technique et des responsables de l'Office des examens professionnels du supérieur. Objectif de la tournée, constater le bon déroulement des épreuves, encourager les candidats et s'assurer du respect des normes organisationnelles. Tout se passe bien, les examens ont bien démarré ce matin.
le nombre de candidats est en baisse par rapport à l'année passée. On a une prédominance de filles, puisqu'on a 814 filles contre 752 garçons. Au-delà du contrôle, cette visite a aussi été l'occasion pour la délégation d'adresser des messages de motivation aux candidats. Des paroles nécessaires pour insuffler confiance et détermination à ceux qui aspirent à une insertion rapide et réussie sur le marché de l'emploi. Nos attentes, c'est d'avoir de bons résultats et de s'assurer que les futurs diplômés seront prêts à pouvoir travailler dans le secteur privé comme dans le secteur public. Nous souhaitons, comme les ministres l'ont fait, une bonne concentration et puis du succès à tous les candidats. Au total, ils sont 1567 candidats répartis dans 30 filières à participer à cette session 2025. Une diversité de parcours et de compétences qui témoignent du dynamisme de l'enseignement supérieur technique. Santé à présent, Lomé abrite depuis ce matin la première réunion annuelle de coordination du réseau 4S de l'Institut Pasteur de Dakar. Le réseau 4S, c'est le réseau de surveillance sentinelle syndromique au Sénégal. Il s'agira de faire le bilan des activités de surveillance des différentes sentinelles des différents pays membres de ce réseau. Le point avec Nicole Attila et Nada Ibrahim. Depuis plusieurs années déjà, le continent africain a fait et fait encore face à des situations épidémiques alarmantes. Le système de surveillance sentinelle syndromique au Sénégal de l'Institut Pasteur de Dakar, exécuté depuis 2012, se veut un outil de détection rapide et de réponse précoce aux menaces épidémiques. Et jusqu'ici, les pays dans lesquels ce programme est opérationnel reconnaissent sa pertinence. Sentinelle, ça veut dire que vous êtes là, vous observez pour identifier ce pourquoi vous êtes là. Et ce pourquoi ce système est mis en place, ce sont les risques d'infection, ce sont les risques d'épidémie, survenus ou probables. Et pour détecter une épidémie, il faut presque forcément la confirmation par les laboratoires pour alerter les pays. Tout ce qui survient comme grippe, c'est documenté. Et cela permet d'identifier tout ce qui est comme maladie respiratoire qui peut arriver ou bien d'autres maladies à potentiel épidémique. Récemment, nous avons par exemple l'épidémie de Mpox. Nous avons pu le détecter assez rapidement et nous sommes en train de gérer cette épidémie. Réunis pour 3 jours de travaux, les acteurs de santé des pays de l'Afrique de l'Ouest impliqués dans les activités de la surveillance sentinelle syndromique vont procéder à des échanges d'expériences afin d'optimiser l'opérationnalité du dispositif. Le réseau 4S a été mis en place pour surveiller les maladies, des groupes de symptômes et après derrière on va regarder tous les pathogènes qui peuvent être responsables de ces maladies-là. En dehors du Sénégal, quand le système a été mis en place en Gambie, on a détecté pour la première fois une épidémie de chikungunya et de fièvre jaune dans le pays, au Cap-Vert. Ceci nous a permis en même temps de découvrir une épidémie en cours. Également, on a retrouvé des maladies hémorragiques au Mali, en Guinée, etc. Donc ça veut dire que c'est un système qui permet non seulement de détecter rapidement les choses, mais aussi de mettre en place la coordination nationale et régionale qu'il nous faut pour réagir. La lutte contre les épidémies est un défi permanent qui nécessite une vigilance constante et une coopération étroite entre les pays et les organisations sanitaires régionales et mondiales. Ceci pour parvenir à réduire l'impact des épidémies et améliorer la santé des populations africaines. Et on évoquait dans cette édition le climat de paix et de sérénité qui devra régner surtout à quelques heures du démarrage de la campagne électorale pour les municipales de 2025. Et justement, ce lundi matin, la vie a repris après les perturbations de ces quelques jours. Et justement, une de nos équipes de reportage était sur le terrain. Elle a découvert des boutiques réouvertes, la circulation dense et des marchés animés en ce premier jour de la semaine. Le compte rendu de Stéphane Lossou et Marie-Thérèse Nabidé.
Lundi 30 juin 2025, veille du début de la campagne des élections municipales au Togo. Lomé, la capitale, s'anime. Sur les principales artères, l'ambiance est bon enfant. Dans les quartiers, les activités sont en cours. Boutiques et magasins sont ouverts. Grand marché de Lomé, affluence de tous les jours. Les allées sont animées. Les services publics et privés poursuivent leurs activités dans un climat de stabilité. Ce climat de paix est rendu possible par les plus hautes autorités de la nation, dont l'appel à la responsabilité et au civisme permet de maintenir le calme à la veille des échéances électorales. Sport à présent avec les finales des championnats scolaires et universitaires session 2024-2025 qui ont connu leur épilogue samedi dernier sur le stade municipal de Lomé. Le football a été à l'honneur avec la finale homme de la catégorie junior-senior. Edem Atipoué pour des précisions. Clap de fin des championnats scolaires et universitaires de cette saison avec la finale de la catégorie junior-senior homme de football. Le ton de l'apothéose, synonyme de la finale entre le lycée Bassar et le CPI Anour, a été donné par le ministre des Sports et des Loisirs, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis du président de la Fédération togolaise de football. La finale a été d'un niveau spectaculaire exemplaire. Sankpa Kisao lance les Bleus de Bassar sur orbite en ouvrant le score. La pause donne du tonus au vert de Mango qui équilibre le Marquois par l'entremise d'Edouard Padama. Ce score de parité conduit les deux établissements au tir au but. Séance remportée par Mango, 5 tirs contre 4. Plusieurs récompenses ont été à la clé avec des médailles, des équipements sportifs, des chèques et des trophées. Edouard Padama du CPI Anour garde le prix de meilleur joueur et son établissement s'offre la coupe pour une deuxième fois au détriment du lycée Bassar. Le CEG Kabou Ouest s'adjuge le trophée des U15 hommes face au lycée Korbongou avec Isaac Oukmane, meilleur joueur de la catégorie. Cohésion sociale, fair play et passion pour le sport, les objectifs ont été atteints. C'est toujours du plaisir quand on voit tout ce monde-là venu de toutes les contrées du Togo se mesurer. Il y a ce brassage culturel qui est là. C'est cette pluralité que prône son excellence Fort Esozimna Nyasingbe, président du conseil. Lancé le 20 décembre 2024 à Mango, les championnats scolaires et universitaires 2024-2025 sont le fruit d'une volonté gouvernementale, celle de développer le sport à la base et d'offrir à la jeunesse une vitrine d'expression de ses talents. Direction Blita à présent, la ville va vivre en août prochain un événement de taille, un rendez-vous d'affaires. Il s'agit de la foire internationale de Blita et elle a été officiellement lancée pour mobiliser tous les acteurs pour sa réussite. De Blita, la correspondance de Désiré Aloy. Blita s'apprête à vibrer au rythme des affaires, de la culture et de la créativité locale. Du 9 au 23 août 2025, la foire internationale de Blita FIB ouvre ses portes. Un rendez-vous économique de référence qui met en lumière le potentiel des secteurs porteurs, agriculture, artisanat et culture. À travers cette foire, nous sommes en train de mettre en valeur les artisans. Nous ne pouvons pas faire développer notre région sans passer par la valorisation des produits que nous-mêmes nous produisons. La FIB se renouvelle avec ambition. Elle se positionne désormais comme une plateforme stratégique de promotion du secteur privé, moteur essentiel du développement durable. Ici, visibilité, rencontre d'affaires et partage d'expériences sont les maîtres mots. Produits du terroir, savoir-faire artisanaux, cuisine locale, tout y est pour sensibiliser le public à la diversité du patrimoine togolais. Cette édition sera encore plus forte parce que nous sommes en attente des pays voisins qui s'annoncent massivement à participer à la foire. Nous allons faire la communication sur tous les exposants qui seront sur le site de la foire. Producteurs, transformateurs, commerçants, visiteurs et curieux, tous sont attendus à Blita pour échanger, découvrir et créer des opportunités.
Et de la musique pour clore ce journal. La fête de la musique continue de faire danser plus d'un. À Kara comme à Sokodé, ils étaient nombreux, artistes comme spectateurs, à avoir répondu présent à l'invitation. L'ambiance lors des différents concerts avec Giovanni Afongbedi. Dans cette grande salle du Palais des Congrès de Kara, l'ambiance est tout autre. La fête de la musique a fait salle comble. Cette édition 2025 évoque les problèmes de l'heure liés aux questions des nouvelles donnes des technologies de l'information et de la communication. Si tu es influent aujourd'hui, tu partages une mauvaise information, ça prend vite. Jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte, c'est compliqué en fait. C'est comme la bûchette d'allumettes. Une petite bûchette d'allumettes qui peut embraser toute une forêt. De Kara à Sokodé, les artistes sont nombreux à se succéder sur scène. Ils portent tous des messages. Je chante la cohésion, l'amour et la paix et de vivre ensemble. Très 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 indispensable pour la jeunesse. Au-delà du divertissement, ces concerts restent une scène de preuve pour les artistes. Exposer leurs talents et entretenir la cohésion sociale. Le fonds Tinga informe l'ensemble de la population togolaise que la campagne de branchement préfinancée au réseau électrique initiée depuis le 1er avril 2022 a repris dans toutes les localités électrifiées du Togo. Cette initiative du gouvernement destinée en priorité aux ménages vulnérables vise à faciliter l'accès à l'électricité à travers une offre commerciale avantageuse. Dans ce cadre, il est désormais possible d'obtenir un branchement de compteur à prépaiement LAFIA, 2 fils ou 4 fils, à partir d'un versement initial de 1000 francs CFA seulement. Les équipes de la CET mandatées sont chargées de poursuivre les opérations de sensibilisation et d'enregistrement sur le terrain. La direction du fonds Tinga invite donc les ménages intéressés à se rapprocher des agences CET ou d'appeler le numéro vert de la CET, le 82 28, pour s'inscrire ou bénéficier de cette opportunité. Le fonds Tinga reste engagé aux côtés de la population pour un accès équitable à l'électricité, moteur essentiel du développement social et économique. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellence de nos programmes. Au revoir.